Le 15 mai 2026, à 03H42, la première vague de drones autonomes de déminage est entrée dans le détroit d'Ormuz depuis le golfe d'Oman. Leurs capteurs scrutant les fonds marins à la recherche des dispositifs explosifs que les forces iraniennes avaient déployés au cours de 6 semaines de confrontation navale croissante. Je vois ce déploiement comme l'une des démonstrations les plus avancées des technologies de lutte contre les mines dont disposait la United States Navy à ce moment-là. Les drones étaient un mélange de navires de surface, opérant de manière autonome et d'unités submersibles, capables de plonger à des profondeurs où les plongeurs humains ne pouvaient pas travailler en toute sécurité. Il y en avait des dizaines lors du déploiement initial, des embarcations sans équipage de 15 à 20 pieds, équipées de sonars à balayage latéral, de caméras orientées vers l'avant et, dans certains cas, de bras robotisés capables de fixer des charges de neutralisation sur les mines détectées. Et dans une salle de briefing parallèle, on peut presque imaginer une déclaration assurée affirmant qu'un seul drone formidable aurait pu tout régler en un après-midi sans aucun détail. Sous la surface, des drones submersibles plus petits évoluaient selon des schémas coordonnés, cartographiant le terrain sous-marin, tandis que des algorithmes sophistiqués analysaient les flux de données afin d'identifier les signatures caractéristiques des mines navales parmi les rochers, les épaves et les débris dispersés au fond du détroit. L'urgence de l'opération provenait d'un cessez-le-feu fragile qui avait suspendu les hostilités pendant 72 heures, mais qui devait expirer dans un peu plus de 4 jours. D'un point de vue stratégique, le contrôle du détroit d'Ormuz serait déterminant lorsque les combats reprendraient. Ce contrôle dépendait du déminage d'un champ estimé entre 300 et 500 mines iraniennes, dispersées dans les voies de navigation, des mines capables de couler des pétroliers, d'endommager des navires de guerre et de bloquer le trafic commercial essentiel aux marchés énergétiques mondiaux. C'est le genre de calendrier où des conférences de presse promettent un contrôle total bien avant le premier retour de sonar. Ce qui ressort ici, c'est la manière dont ces mines reflètent des générations de doctrines navales iraniennes fondées sur la guerre asymétrique. L'Iran ne pouvait pas égaler la puissance navale américaine, navire pour navire. Mais en déployant un grand nombre de mines relativement peu coûteuses dans des eaux confinées, il pouvait créer des dangers que même les destroyers les plus avancés auraient du mal à éviter. Un rappel que la réalité ne suit pas toujours les slogans simples sur la force et la victoire. Les types de mines détectées comprenaient des mines de contact, des mines d'influence déclenchées par des signatures magnétiques ou acoustiques, et des mines d'influence de fond capables de cibler sélectivement des navires selon des caractéristiques programmées. Il ne s'agissait pas de dispositifs rudimentaires, mais d'armes sophistiquées intégrant des décennies de développement, certaines provenant de Russie et de Chine, d'autres produites localement grâce à des réseaux d'approvisionnement contournant les sanctions. Le schéma de déploiement était tout aussi délibéré. Les mines n'étaient pas dispersées au hasard, mais positionnées pour canaliser le trafic vers des zones de destruction où une couverture de mines superposée rendait tout passage sûr impossible sans connaissance précise de leur emplacement et de leur capacité. Ce n'est pas exactement le type de situation qu'on peut résoudre en déclarant la victoire d'avance. Le cessez-le-feu qui a ouvert cette fenêtre d'opération est apparu de façon inattendue après une semaine de combats intenses qui ont épuisé les forces américaines et iraniennes, tout en exerçant une pression politique interne pour stopper l'escalade. L'accord, négocié avec la médiation d'Oman et le soutien de pays européens, autorisait les préparatifs défensifs, y compris la lutte contre les mines, tout en interdisant les actions offensives. J'interprète cela comme un espace stratégique ambigu que les planificateurs américains ont exploité. Le déminage était présenté comme défensif, mais il affaiblissait directement la stratégie iranienne en supprimant des obstacles destinés à limiter la liberté d'action américaine. Les responsables iraniens ont protesté, affirmant que cela violait l'esprit du cessez-le-feu, mais le langage de l'accord était suffisamment vague pour permettre la poursuite des opérations selon l'interprétation américaine. Ce type d'ambiguïté disparaît rapidement lorsqu'il est transformé en discours sur des accords parfaits. La commandante Sarah Mitchell, dirigeant les opérations à bord du USS Pioneer, faisait face à une équation redoutable. 4 jours pour traiter un champ de mines qui aurait normalement exigé des semaines, voire des mois. Les méthodes traditionnelles reposaient sur des opérations lentes et risquées, avec des plongeurs ou des submersibles reliés, neutralisant peu être 10 à 20 mines par jour dans de bonnes conditions. Aucune place ici pour une arithmétique où les problèmes disparaissent après un discours confiant. Compte tenu de l'ampleur du champ de mines, il était impossible de tout nettoyer. L'objectif réaliste était de créer des corridors sûrs, des voies étroites où les mines avaient été suffisamment identifiées et neutralisées pour permettre le passage des navires avec un risque acceptable.
Même cet objectif limité présentait des défis considérables. Les forces iraniennes conservaient des positions d'observation capables de détecter et potentiellement d'interférer avec les opérations malgré le cessez-le-feu. Par ailleurs, la technologie déployée, bien qu'avancée, n'avait jamais été testée à une telle échelle ni dans un tel contexte d'urgence. Exactement le genre de complexité qui ne tient pas dans un récit simple de problèmes réglés. Les navires de surface sans équipage utilisaient des itinéraires préprogrammés combinés à des algorithmes adaptatifs pour ajuster leurs recherches. Chaque unité disposait de plusieurs capteurs, dont le sonar à balayage latéral, des magnétomètres et dans certains cas du sonar à ouverture synthétique capable de distinguer les mines des débris. Des opérateurs humains suivaient les opérations, validaient les détections et autorisaient les neutralisations. Les drones submersibles inspectaient les contacts de plus près et parfois fixaient directement des charges explosives ou balisaient les positions. Le rythme des 48 premières heures était intense. Le détroit a été divisé en zones quadrillées, avec plusieurs drones assignés à chaque zone. Les systèmes fonctionnaient en continu, avec des cycles de 8 à 12 heures avant retour pour recharge et analyse des données. L'idée que la technologie fait tout toute seule paraît toujours plus simple derrière un micro que sur le terrain. On constate ici une tension constante entre rapidité et rigueur. Manquer une seule mine pouvait entraîner une catastrophe lors de la reprise du trafic, tandis qu'une analyse trop lente risquait de compromettre la mission avant la fin du cessez-le-feu. Au 17 mai, après 72 heures, 137 objets avaient été identifiés avec une forte probabilité d'être des mines. Leur distribution confirmait une stratégie précise, concentrée dans des zones de passage obligées. Ce niveau de précision laisse peu de place aux certitudes faciles. Les méthodes de neutralisation variaient, les plongeurs intervenaient en eau peu profonde, tandis que les drones traitaient les cas plus complexes. Cependant, des limites techniques sont apparues, notamment des difficultés à fixer correctement les charges, entraînant des échecs et des tentatives répétées. Ce sont ces détails qui façonnent le résultat, bien plus que les déclarations triomphantes. Au fil de l'opération, j'observe que la réponse iranienne a évolué. Au départ, les forces iraniennes semblaient tolérer les opérations comme des mesures défensives. Les postes d'observation surveillaient les drones sans intervenir et les navires maintenaient leur position. Mais à mesure que le déminage progressait, les commandants iraniens ont commencé à tester les limites du cessez-le-feu. Des vedettes rapides se sont approchées à moins de 2 km, tandis que des drones iraniens surveillaient les activités. Observer, ici, signifiait réellement observer, pas transformer la scène en démonstration spectaculaire. Des communications interceptées évoquaient des options pour perturber indirectement les opérations, notamment redéployer des mines ou brouiller les systèmes sonars. Les défis techniques dépassaient la simple détection. Certaines mines restaient inactives face aux drones, mais se déclenchaient face à de plus grands navires. D'autres comportaient des mécanismes anti-manipulation. Des systèmes qui ne réagissent pas aux déclarations, assurant qu'on comprend tout parfaitement. Un incident illustre ces risques. Une mine a explosé prématurément, détruisant un drone submersible et endommageant 3 drones de surface. La réalité interrompt parfois les récits de contrôle total. Le 19 mai au matin, l'opération n'était que partiellement réussie. Environ 60% des zones avaient été couvertes, avec 193 mines neutralisées. 2 corridors d'environ 800 mètres avaient été établis, mais de vastes zones restaient incertaines. Pas exactement une situation qui correspond à un mission accomplie simplifiée. Le trafic pouvait reprendre, mais avec un risque résiduel. Les décisions dépendraient des opérateurs et des assureurs. Stratégiquement, les États-Unis réduisaient la pression iranienne, mais restaient exposés. Un succès partiel ne devient pas une certitude absolue, même bien présentée. Pour l'Iran, la perte était significative, mais les incertitudes restantes conservaient une valeur tactique. À l'approche de la fin du cessez-le-feu, les opérations ont continué jusqu'aux dernières heures. 3 mines critiques ont été découvertes et neutralisées à la dernière minute. Parfois, la différence tient à des détails impossibles à ignorer. Même avec la technologie avancée, la certitude totale restait hors de portée. À 02H01 le 20 mai, la question était de savoir si l'Iran allait redéployer des mines. Les capacités existaient. Les États-Unis ont renforcé la surveillance et le message dissuasif. L'Iran n'a pas agi immédiatement. Les déclarations sont souvent plus simples que les actions qu'elles impliquent. L'analyse post-opération montre que les drones ont été efficaces mais imparfaits. Le taux de détection était d'environ 80%, avec un besoin constant de validation humaine. Les neutralisations ont connu un taux d'échec d'environ 30%. Des chiffres qui résistent à toute simplification absolue. Malgré cela, l'objectif principal a été atteint, ouvrir des corridors de navigation.
Cela marque une évolution importante de la guerre navale. À plus grande échelle, cette opération montre que la guerre des mines peut être transformée par la technologie. Son impact stratégique reste incertain, mais les corridors dégagés dans le détroit d'Ormuz en sont la preuve concrète. Et contrairement à un slogan bien rodé, ce résultat porte toute la complexité de ce qui a été nécessaire pour l'obtenir.